Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Nocturne du Plan de Rome, bienvenue également à ceux qui nous suivent sur Internet. Alors c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Nocturnes. Nous parlerons de thèmes qui, je l'espère, vous intéresseront. Pour commencer, un plan de Rome, au sens propre cette fois du mot plan, les remparts de Rome. Nous parlerons aussi d'Auguste, l'homme qui a créé le régime impérial, qui a façonné la trame urbaine sur laquelle s'est construite la Rome que nous reconstruisons et que nous vous présentons. Et la dernière séance de l'année sera consacrée au terme de Caracalla, un de nos plus vieux modèles que nous sommes en train de refaire complètement et que nous vous présenterons pour la première fois intégralement. Et puis pour la nocturne invitée, nous allons innover. Vous savez que la nocturne invitée, on invite toujours un spécialiste de l'Antiquité, mais d'un autre domaine que le nôtre. Alors quelquefois c'est Rome, quelquefois ça a été la Grèce, ça a été l'Égypte. Et bien là, ce sera la Mésopotamie. Voilà. Alors pour aujourd'hui, donc, la forma urbis. Le mot forma en latin, qui a donné forme en français, signifie plan. Donc, forma urbis Romae, ça veut dire plan de la ville de Rome. On utilise aussi l'expression forma urbis marmorea, le plan de Rome en marbre. Urbs en latin signifie la ville, mais employé seul, ça peut signifier aussi Rome, Rome qui est la ville par excellence. On trouve aussi l'expression forma urbis severiana, la ville, le plan de Rome, de la Rome sévérienne, le nom de la dynastie sous lequel ce plan a été créé, mais de toute façon, aucune de ces expressions n'est ancienne, car l'objet n'est jamais mentionné dans les textes anciens. Alors c'est un grand plan de Rome, à l'échelle 1/240e, 18 mètres de large pour 13 mètres de haut. Je vais vous parler d'abord de sa découverte et de certaines déconvenues, certains drames de son histoire. Ensuite, je vous montrerai comment, pour nous, c'est un document exceptionnel pour l'étude de la topographie de Rome. Et puis, nous parlerons aussi du côté mystérieux de ce plan. À quoi pouvait-il bien servir ? Enfin, Sophie vous emmènera visiter la salle du Forum de la Paix dans laquelle était exposé cet immense plan. Alors commençons par la découverte. Tout commence en 1562, au pied d'un mur que vous voyez ici, cerclé de rouge, surligné en rouge, tout près de la basilique de Maxence et de Constantin, entre le Forum et le Colisée. On trouve au pied de ce mur des fragments, par hasard, des fragments d'un plan en marbre. Alors, en 1562, ce mur est un mur extérieur. C'est le mur de fond d'un petit jardin qui se trouve derrière le couvent de Saint-Côme et Damien, derrière l'église de Saint-Côme et Damien. Vous le voyez ici sur cette gravure de Rome de 1577, c'est le mur qui est marqué avec un point rouge. On connaît assez bien les circonstances. Alors, à l'époque romaine, c'était un mur d'une pièce intérieure, d'une pièce du couvent. C'est un mur intérieur d'une pièce du Forum de la Paix construit par Vespasien au 1er siècle après Jésus-Christ. On connaît assez bien les circonstances de la découverte parce qu'on a une correspondance entre des humanistes, dont je vous donne un petit extrait. En faisant fouiller derrière le Templum Pacis, le dit cardinal, il s'agit du cardinal Farnèse, a trouvé en 100 000 morceaux une paroi, pour l'appeler ainsi, une paroi de mur où était gravé le plan de Rome. Et il fait soigneusement recueillir les moindres petits fragments pour voir à la reconstituer, la paroi. Et il s'en est déjà fait porter 4 charretées de pierre. Alors cette découverte, au moment, va susciter un intérêt considérable. Et des savants vont venir
au Palais Farnèse dessiner ces fragments. Et heureusement, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est qu'un siècle, plus d'un siècle après cette première découverte, qu'un catalogue est effectué par Bellori. Il dessine tous les fragments conservés au Palais Farnèse et il en fait un catalogue. Et il s'aperçoit lors de ce catalogue que des fragments qui avaient été déjà dessinés, qui sont conservés dans un manuscrit du Vatican, eh bien, ont disparu. Il manque déjà des fragments qui avaient été découverts à l'origine. C'est en 1903 que pour la première fois, les fragments existants sont présentés au public. Ils sont présentés au public sur un mur qui est reconstitué dans le jardin du Palais des Conservateurs, sur le Capitole. Et tous les fragments qu'on peut positionner sont remis à leur place. Alors vous voyez, sur cette image, l'aspect très lacunaire quand même de ce qu'on a trouvé. On a retrouvé qu'un dixième, du plan originel, et sur ce dixième qu'on a retrouvé, on est capable d'en positionner que la moitié. Vous voyez, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, tous ces fragments sont magnifiquement mis en valeur dans un musée qui vient d'ouvrir en 2024 sur la colline du Caelius. Alors cette fois, tous les fragments sont positionnés horizontalement. On marche dessus, sur une plaque de verre, par-dessus. Et sur cette plaque de verre sont matérialisées les limites des plaques sur lesquelles était gravé le plan. Alors certaines zones sont bien fournies en fragments, certaines zones le sont beaucoup moins. La carte de fond qui sert à positionner les fragments, c'est la carte de Nolly. C'est une carte du XVIIIe siècle, première moitié du XVIIIe siècle, qui est intéressante parce que c'est une carte avant la grande transformation urbaine de Rome, où on garde encore beaucoup de traces de l'ancienne Rome. Et on utilise aussi, pour certains secteurs, des dessins qui ont été faits au moment de la découverte. Et c'est là que j'en viens à un aspect dramatique de l'histoire de ce plan, c'est que si au début, on l'a vu, la découverte des fragments de ce plan a suscité beaucoup d'intérêt, petit à petit, l'intérêt est retombé. Et ces fragments ont été oubliés, si vous pouvez dire, dans le Palais Farnèse. Et les maçons du Palais Farnèse s'en sont servis comme matériaux de construction. Ils ont notamment construit des petits murets d'un jardin qui va vers le Tibre, derrière le Palais Farnèse, avec les morceaux de la Forma Orbis. Et quand les morceaux étaient trop grands, ils les ont taillés en morceaux, ils les ont coupés pour que ça convienne à leur mur. Alors quand ce mur a été démoli, à une époque beaucoup plus récente, on a retrouvé 600 fragments dans ces murs des jardins du Palais Farnèse. Bon, par ailleurs, on a retrouvé aussi 700 fragments depuis la découverte du cardinal Farnèse, essentiellement au pied du mur dont je vous parlais tout à l'heure, mais quelquefois aussi à des endroits plus lointains. On a retrouvé par exemple un fragment démolissant un mur qui datait du Moyen-Âge près du temple de Castor et Pollux. Or aujourd'hui, heureusement, tout est bien préservé. Les fragments qui ne sont pas positionnables, qu'on ne sait pas encore positionner, qui sont en cours d'étude, sont dans les réserves du musée. Et l'Université de Californie, l'Université de Stanford en Californie, a numérisé tous les fragments qui ont été retrouvés et tous les dessins également qui ont été faits, même des fragments perdus. Et tout ça, c'est consultable, vous y avez accès, c'est consultable gratuitement sur le site de l'université. Alors, j'en viens à ma deuxième partie. En quoi ce document est tout à fait exceptionnel pour nous? Bien, quand nous reconstruisons Rome, nous utilisons 3 types de sources. Des sources archéologiques, des sources iconographiques et des sources textuelles.
Mais pour qu'une source soit utilisable pour nous, il faut qu'elle soit datée, le plus précisément possible. Or, ce plan est parfaitement daté. Pourquoi? Eh bien, premier élément, c'est le mur sur lequel elle a été tracée, placée. Ce mur n'est pas un mur originel du Forum de la Paix, c'est une reconstruction après l'incendie qui a eu lieu sous Commode en 192. C'est un mur qui a été reconstruit à partir de 193 sous l'empereur Septime Sévère. Les plaques ont ensuite été posées sur le mur avant d'être gravées. Donc, le plan est postérieur à 193. On a un autre élément de datation. Un des monuments identifiés sur ce plan, c'est le Septisodium. Alors c'est une grande fontaine monumentale qui se trouve au sud-est du Palatin, près de la courbure du Grand Cirque, qui a malheureusement été détruite à la Renaissance. Aujourd'hui, on n'en voit plus que l'emplacement au sol. Vous avez la photographie en haut à droite. Mais cet élément est intéressant pour dater parce qu'on sait par ailleurs que cette fontaine a été construite en 203. Donc le plan est postérieur à 203. Et puis, dernier élément de datation, c'est cette inscription sur un fragment qu'on ne sait pas situer, mais qui nous parle d'un monument, sous-entendu, de nos empereurs, ça veut dire qu'ils sont encore vivants, de nos empereurs Sévère et Antoninus. Sévère, c'est Septime Sévère, Antoninus, c'est Caracalla. Septime Sévère est mort en 211, donc le plan a été fait avant 211. Et plus précisément, Septime Sévère a régné avec Caracalla simplement entre 198 et 211. Après, il a associé son frère Geta. Donc, le plan a été certainement réalisé entre 203 et 209. Alors, que représente-t-il? Eh bien, il nous représente, bien sûr, la totalité de la ville de Rome, à cette époque, au tout début du IIIe siècle. Il est orienté au sud-est. Alors, ce n'est pas une orientation, ça peut paraître bizarre, mais la plupart des plans de l'Antiquité sont orientés avec l'est en haut. D'ailleurs, c'est de là que vient notre mot orienté. Hein, orienté, c'est se diriger vers l'Orient, vers l'est. Voilà. Donc, il est orienté vers le sud-est. Et c'est comme si on voyait une ville vue du dessus coupée au niveau du rez-de-chaussée. On a le plan de toutes les habitations, de tous les monuments publics, quelque sorte de vue de l'intérieur, comme si on arasait le bâtiment au niveau du rez-de-chaussée. On a quelques éléments de troisième dimension. On a par exemple des triangles qui représentent certainement des étages, des escaliers. Sophie, dans une communication parue en 2008, a proposé une interprétation de ces triangles selon qu'ils sont vides ou bien remplis de barrettes. C'est une interprétation qui avait déjà été proposée sous une autre forme par Pedroni. Bon, elle n'est pas acceptée par tout le monde, mais je pense qu'elle est plutôt convaincante. Les arcs de triomphe aussi, par exemple, sont représentés en 3 dimensions. Les arches sont représentées avec des courbes et on voit par exemple des arcs à 3 arches, comme ici l'arc de Titus à l'extrémité du Grand Cirque, ou bien des arcs à une seule arche, comme ici l'arc de Germanicus près du portique d'Octavie, aux côtés du théâtre de Marcellus. C'est intéressant parce que cet arc, on connaît son existence par les textes. On a quelques petits fragments conservés à la centrale Monte-Martini, mais autrement, on n'aurait pas la forme orbis, on ne saurait pas le placer. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le plan est fiable? C'est-à-dire que nous, si on s'en sert, est-ce qu'on est sûr que c'est un plan fidèle? Alors, il faut distinguer 2 aspects. Premièrement, chaque bâtiment pris individuellement.
est-ce que le plan du bâtiment est correct? Et deuxièmement, est-ce que les bâtiments sont bien positionnés les uns par rapport aux autres? Est-ce qu'on peut reconstituer la topographie romaine en suivant le plan? Alors la réponse est un petit peu différente selon les deux points de vue. Alors pour savoir si c'est exact, il faut comparer, quand c'est possible, le plan avec des éléments qui sont conservés. On va prendre l'exemple ici de la courbure nord-est du Grand Cirque, qui est bien conservée. Vous la voyez ici, cerclée de rouge. On a le fragment de la forma orbis correspondant et on a donc le plan archéologique. Alors, regardez bien, si on compte les arcades à partir de l'arc de Titus, si on les numérote à partir de l'arc de Titus, on s'aperçoit que sur la forma orbis, au numéro 7, on a un triangle qui nous indique la montée vers un étage. Eh bien, effectivement, on repère des escaliers aujourd'hui. Si on continue, travée numéro 10, aujourd'hui, travée numéro 10, on retrouve bien l'escalier. Donc le plan est parfaitement fidèle. Alors maintenant, est-ce qu'il est correctement orienté? Alors pas tout à fait. Pas tout à fait. Vous voyez que le Grand Cirque, par exemple, à partir du moment où on détermine une orientation de l'ensemble des monuments, on s'aperçoit que lui, il est légèrement décalé sur la droite. Le plus gros décalage, il est vraiment très important, c'est le Temple de Claude. Le Temple de Claude, il y a un écart de 21 degrés par rapport à son orientation réelle. C'est un monument qui se trouve à peu près au centre du plan. On peut supposer qu'il est à la conjonction de plusieurs relevés partiels et que les graveurs, que les topographes ont eu du mal à tout réaccorder. Dans l'ensemble, malgré tout, on s'aperçoit que les orientations qu'on repère ne s'écartent pas de plus de 2 à 4 degrés quand il y a un écart par rapport à la réalité. Alors j'en arrive au dernier point. À quoi pouvait-il servir? Alors quand vous voyez cette image qui est issue de notre reconstruction, une première constatation s'impose, il ne peut pas servir à une étude topographique. Il est placé trop haut, on ne peut pas s'approcher du haut, bien sûr. Il ne sert pas plus à une étude topographique que la colonne Trajane, par exemple, ne peut servir à raconter en détail la campagne de Trajan contre les Daces. Même si chaque dessin est parfaitement fidèle quand on s'en approche avec un échafaudage. Alors pour comprendre à quoi ce plan pouvait servir, je crois qu'il faut à la fois examiner la tradition cartographique romaine dans son ensemble et puis plus précisément quel était le rôle de ces pièces du Forum de la Paix. Alors si on étudie la cartographie romaine, on sait que des cartes étaient dressées sur papyrus, sur parchemin, et on sait aussi que des copies de ces documents cadastraux, topographiques, étaient gravées sur des plaques pérennes en bronze ou en marbre. En ce qui concerne Rome proprement dit, on a fait une belle découverte en 1983, je crois, c'est récent, c'est via Nicias dans le Trastevere, où on a retrouvé un fragment de plaque qui malheureusement a été cassé par les engins de chantier, qui représente un secteur près du Circus Flaminius, dans le ghetto. Et vous voyez que là, on a un plan qui est très précis. Les murs sont un double trait, alors que sur la forma orbis, il y a un simple trait. Et puis surtout, regardez ce portique. Alors vous voyez, en dessous du portique, vous avez un trait courbe. C'est la rive du Tibre. Ça marque les plus basses eaux du Tibre. Ce portique, donc, est surligné en rouge ici et en bordure du Tibre. Et regardez, on a des indications chiffrées entre les différents tronçons du portique. Et ça a un intérêt administratif. Parce qu'on sait, par les textes, que les riverains payaient la réfection des chaussées en fonction de la longueur de façade qu'ils avaient. Et regardez, juste au-dessus, on a des boutiques et on a le nom des propriétaires.
Ce sont des boutiques qui appartiennent à Cornelia, c'est une femme, et à ses associés. Donc là, on a très probablement un document, un véritable document administratif, recopié sur du bronze, sur du marbre. On connaît aussi des plans cadastraux recopiés sur du marbre, cette fois pour la campagne. On en a trois qui ont été conservés à Orange, qui marquent ce qu'on appelle les centuriations, c'est-à-dire la division de la colonie romaine en différentes terres. Et sur chacune des centuries, chacun des îlots, on a des repères qui sont très précis, qui nous indiquent à quelle distance ce terrain se trouve par rapport au quart d'eau, c'est-à-dire l'axe nord-sud qui a été déterminé par les géomètres au départ, à combien de distance il se trouve par rapport à l'axe est-ouest, et puis la superficie qui est inculte, la superficie qui est cultivée, etc. Et on a également quelques éléments de terrain. Vous voyez ici une rivière. On a bien identifié ce secteur, c'est la rivière la Berre qui est signalée, mais on pourrait trouver des montagnes, par exemple, qui sont dessinées aussi. Alors maintenant, revenons-en à notre forum de la paix, là où était trouvé ce plan de Rome. Des fouilles récentes, qui ont eu lieu entre 1999 et le début des années 2000, ont permis de retrouver des fragments de plans qui n'appartiennent pas à la forma urbis. Un fragment, notamment, est un fragment inachevé. On voit que le graveur a commencé à représenter le forum d'Auguste, et puis il s'est trompé. Il s'est complètement trompé, c'était irrécupérable. Le fragment, la plaque a été jetée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans ce secteur du Forum de la Paix, il y avait des ateliers de cartographie, où on recopiait sur du marbre des documents cadastraux qui, à l'origine, étaient sur papyrus ou sur parchemin. Et du coup, ça nous donne une interprétation possible de ce plan. Est-ce que ce grand plan affiché sur le mur ne serait pas en quelque sorte une attestation de la validité des plans qui, par ailleurs, étaient beaucoup plus précis et consultables immédiatement? Je vais vous donner deux parallèles qui font penser à ça. Lorsqu'un soldat partait en retraite, on lui remettait un diplôme. Gravé sur une petite plaque, c'était son diplôme qui attestait qu'il avait servi et que maintenant il était en retraite. Et au bas de ce diplôme était toujours indiqué, on en a retrouvé beaucoup de ces diplômes, une copie de ce document est affichée à tel endroit. Et notamment, il y en a beaucoup qui portent inscription, une copie de ce document est affichée sur le Capitole, près du temple de Fidès. Si bien que si quelqu'un pouvait contester son document, il dirait allez voir, il y a la copie affichée sur le temple. Je vais vous donner un autre exemple qui appartient à la Grèce. Si vous allez à Delphes, vous pouvez remarquer sous un portique qui est adossé au grand temple d'Apollon des actes d'affranchissement d'esclaves. Ça veut dire que quand les esclaves étaient affranchis, ils avaient probablement un document qu'ils pouvaient garder attestant de leur affranchissement, mais en cas de contestation, ils pouvaient dire « mais il y a une copie sur le temple d'Apollon à Delphes ». Et il se pourrait donc que ce soit la fonction de ce grand plan. En tout cas, ça nous donne une belle illustration de l'expression française « gravée dans le marbre ». Voilà, je vais laisser maintenant Sophie vous emmener visiter virtuellement la salle où était affiché ce plan. Bonsoir. Alors ce soir, je vais vous emmener à la découverte du Forum de la Paix. Nous allons nous attarder sur la forma Urbis Romae, vous l'avez bien compris, un plan que vous connaissez maintenant mieux après la présentation de Philippe.
Le Forum de la Paix a été construit par Vespasien dans la lignée des forums impériaux. Nous sommes en plein cœur de Rome, à quelques pas du Colisée et de la basilique de Constantin, que vous apercevez d'ailleurs en arrière-plan. Le Forum de la Paix se distingue des autres forums par son aspect végétalisé. Vous voyez ici que le sol est en terre battue et que l'espace ouvert est occupé par des canaux dans lesquels de l'eau coule. Ils sont entourés de végétaux que les archéobotanistes interprètent comme étant des rosiers rouges. Mais peut-être que vous apprécierez mieux le caractère plaisant de cet espace depuis cet autre point de vue. Ce Forum de la Paix offre en fait un véritable poumon de verdure au cœur d'une Rome qui, il est vrai, est souvent très minérale. La pièce dans laquelle se trouve la Forma Urbis se trouve à l'angle sud du forum, c'est-à-dire juste en face de nous. Voilà, j'arrive dans la pièce où ce plan est exposé. Nous avons repris à nouveau frais la restitution de cette salle pour prendre en compte les progrès les plus récents réalisés par la recherche sur ce secteur de Rome. Je voudrais tout d'abord vous parler de la couleur de tout ce qui est gravé sur ce plan, que ce soit les lignes, les points ou les inscriptions qui permettent d'identifier les différents bâtiments. Et pour ce faire, je vais vous montrer des photographies que nous avons prises au musée de la Forma Urbis Romae. J'ai volontairement choisi des fragments sur lesquels on distingue de la couleur rouge. Il s'agit, après analyse chimique, de minium, c'est-à-dire d'un oxyde de plomb. Sur cette première image, par exemple, on reconnaît très bien une rangée de boutiques avec un portique en façade, un petit peu plus haut, dont les piliers sont rehaussés de rouge. Je les ai entourés avec un rectangle bleu-blanc pour vous aider à les repérer. La couleur rouge est également visible sur ce fragment qui représente un des multiples immeubles d'habitation de la ville de Rome. Jusqu'à une période relativement récente, les chercheurs s'interrogeaient sur cette couleur rouge. Est-ce qu'elle est antique ou est-ce qu'elle a été ajoutée pour augmenter la lisibilité du plan à l'occasion d'une des expositions évoquées dans la première partie? Vous aurez la réponse dans quelques secondes, dès que je vous aurai présenté une des découvertes les plus importantes de ces dernières années, publiée en 2006 par la regrettée Paola Ciancia Rossetto. Regardez ce petit fragment inédit qui a été retrouvé entre 1998 et 2002 à l'occasion des fouilles réalisées pour le Jubilé. Il représente la rue qui sépare le Grand Cirque, sur la droite de l'écran, du Palatin qui se trouve sur la gauche. Les 4 lignes que vous voyez à l'extrémité droite correspondent au gradin du Grand Cirque. Et le point essentiel, celui qui va nous intéresser, c'est que cette rue est peinte en rouge sur toute sa largeur, ce qui correspond à un trait relativement épais. Or, étant donné que ce fragment a été mis au jour récemment, la couleur est nécessairement antique. Or, cette rue, elle se trouve exactement à la limite entre 2 régions administratives de Rome, le Palatin d'un côté et la vallée murcienne dans laquelle le cirque s'est implanté. Paola Ciancia Rossetto a donc proposé que les limites des 14 régions administratives de Rome soient figurées sur la Forma Urbis Romae sous forme de lignes peintes en rouge relativement épaisses. Et c'est ce que nous reproduisons sur notre restitution. Bien sûr, il faut être prudent sur cette interprétation, car seul le fragment que je vous ai montré étaye cette hypothèse. Mais il faut dire que cette lecture est vraiment très séduisante. La couleur, donc le rouge, est la même que celle visible sur les autres fragments que je vous ai montrés. On admet donc aujourd'hui que l'ensemble des gravures étaient rehaussées d'oxyde de plomb afin de faciliter la lecture de la Forma Urbis. Nous allons maintenant reprendre une question déjà posée par Philippe dans la première partie. Quelle est la finalité de ce plan ?
il existe deux écoles sur le sujet. Certains prennent avant tout en considération le fait que le Forum de la Paix était un lieu de représentation. On peut l'assimiler, si vous voulez, pour simplifier, à un musée, à un lieu de culture. Et pourquoi est-ce que l'on dit cela à propos du Forum de la Paix? Eh bien, tout simplement parce que des statues grecques étaient exposées sous le portique du Forum de la Paix, et il s'agissait déjà d'antiquité pour l'époque. Au IVe siècle, à l'époque que nous représentons, ces statues avaient déjà 8 siècles derrière elles. Ces statues n'étant pas préservées, nous les avons juste suggérées avec des formes grossières, mais en 1999, quelques fragments des bases de ces statues, donc le support si vous voulez, a été retrouvé. Or, regardez, ces bases portent les noms des sculpteurs qui avaient réalisé les statues. Nous avons ici une statue réalisée par Praxitèle, qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous avons également une autre statue réalisée par Képhisodotos, qui était soit le père, soit le fils de Praxitèle, et une troisième base réalisée par Parthénoclès, qui vécut au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, un espace muséal. Et si je me dirige maintenant vers le temple de la Paix, qui se trouve juste à côté, vous allez découvrir le fameux chandelier à 7 branches que Titus et Vespasien avaient rapporté à Rome après le sac de Jérusalem. Regardez, j'entre dans le temple de la Paix. Alors, où est l'entrée? Elle est là. Voilà. Et les sources archéologiques ont montré que ce temple était pourvu d'une plateforme particulièrement imposante. C'est celle que vous découvrez ici en rouge, en vue du dessus, et qui est restituée bien sûr à l'échelle dans le modèle virtuel. Étant donné sa taille, on peut raisonnablement postuler qu'un certain nombre d'œuvres d'art, comme le chandelier à 7 branches, étaient exposées ici, devant la statue de la déesse qui représente la paix. Ce Forum de la Paix est donc sans aucun doute possible un lieu de représentation, un musée. On ne peut pas exclure, du coup, que la Forma Urbis soit elle aussi une œuvre destinée à célébrer la gloire de Rome, sans réelle utilité finalement pour les services de l'État. Mais retournons maintenant dans la pièce où était exposée la Forma Urbis pour évoquer la deuxième interprétation possible qui, vous allez le voir, en réalité n'est pas du tout incompatible avec cette première hypothèse. Donc je retourne dans la salle et pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de comprendre comment ce plan pouvait peut-être être utilisé, l'équipe a décidé d'utiliser la technologie de la réalité virtuelle. Une question très importante, abordée récemment par Charles Davoine, est celle de la lisibilité des inscriptions gravées sur ce plan. Précisons tout de suite que la taille des lettres ne dépend pas du niveau auquel le texte est gravé sur le plan. Je vais m'approcher pour vous en faire la démonstration. On trouve ainsi, tout en bas du plan, ici, juste en bas, l'inscription « Mausoleum Adriani », mausolée d'Adrien, écrite avec des lettres qui mesurent 8,2 cm de haut. Retenez bien ce chiffre. Vous voyez que l'inscription « Mausoleum Adriani » est sensiblement écrite au niveau du cours du Tibre. On le repère parce que l'espace est laissé vide. Donc je vous invite à suivre le cours du Tibre, on remonte, et nous allons arriver au niveau de l'île Tibérine. On est beaucoup plus haut, et le mot « insula », que vous découvrez ici à l'écran, est écrit avec des lettres qui ne mesurent cette fois que 6,7 cm de haut, alors qu'on est à un niveau supérieur. Quand nous avons décidé de planifier cette nocturne, nous avons tout de suite perçu tout le potentiel de l'utilisation de la réalité virtuelle. Notre idée était de faire une expérimentation sur la lecture de ce plan à l'échelle 1 dans la salle de réalité virtuelle de l'université de Caen-Normandie.
La voici, cette salle de réalité virtuelle avec ses écrans de 3 mètres de haut. Elle est 100% dédiée à la recherche. Les infographistes ont affiché le forum de la paix, restitué en 3D, dans la salle de réalité virtuelle. Et là, sans surprise, vous le voyez sur cette photographie, je ne pouvais pas voir grand-chose du plan, puisque le plan lui-même est plaqué quasiment à 4 mètres au-dessus du niveau du sol. Or, les écrans de la salle de réalité virtuelle mesurent seulement, alors je mets quand même des guillemets à seulement 3 mètres de haut. Je mets des guillemets parce que nous avons quand même la plus grande salle de réalité virtuelle de France en milieu universitaire à ma connaissance. Donc, mise en situation, je ne pouvais apercevoir qu'une infime partie du plan sur l'écran latéral, et ce, uniquement grâce à la perspective. Qu'à cela ne tienne, nous avions décidé de faire cette expérimentation et nous allions la faire. Nous avons trouvé une solution. Nous avons choisi de tourner le modèle à 90 degrés pour l'afficher sur un des écrans latéraux qui mesure 9,80 m de long. Ma position a été calculée pour simuler que je consulte bien le plan positionné sur le sol de la salle antique. Nous avons ensuite sélectionné 27 inscriptions qui ont toutes été localisées sur le plan et reproduites à la bonne taille avec leur orientation d'origine. Et 3 personnes différentes ont fait les tests de lecture dans la salle, dont 2 infographistes 3D. Pour ma part, sachant que je connais par cœur les noms des bâtiments et que je sais exactement où ils sont, je ne peux pas exclure que je lisais les textes parce que je connaissais les textes. Mais rien n'a changé parce que les résultats ont été exactement les mêmes entre nous 3. Nous avons tous les 3 lu 23 des 27 inscriptions présentes sur le plan, parmi celles qui sont conservées. Avant de poursuivre la visite, je voudrais quand même apporter une nuance à tout ce que je viens de vous exposer. Il faut prendre en compte le fait que l'expérimentation dans la salle de réalité virtuelle a été réalisée par 3 personnes, dont 2 ont une vue corrigée. Et c'est mon cas. Il est évident que la proportion de la population qui voit bien aujourd'hui, grâce au progrès de la science, lunettes ou autres lentilles, est beaucoup plus importante que dans l'Antiquité. Mais tout de même, nous avons lu la quasi-totalité des inscriptions. Une autre question est vraiment intéressante quand on regarde ce plan. Si nous mettons de côté le critère de la place disponible, comment sont choisis les bâtiments qui sont nommés, puisque vous voyez qu'ils ne le sont pas tous, et comment est déterminée la hauteur de chaque inscription? Ces 2 questions sont vraiment très difficiles. Les inscriptions conservées correspondent majoritairement à des édifices liés à la vie publique ou à la vie religieuse, ou aux bâtiments sous la responsabilité de l'État, comme les entrepôts destinés au stockage du blé ou les édifices des eaux. Revenons un petit peu maintenant dans le détail. Vous vous rappelez, Mausoleum Hadriani tout en bas du plan, on suit le cours du Tibre, on arrive à l'île Tibérine, ici sensiblement au milieu de l'écran, et si on continue à lever la tête, vous devez repérer, avec sa forme longitudinale, le Grand Cirque. Or, juste à gauche du Grand Cirque, nous avons une des inscriptions les plus impressionnantes, une des plus hautes, c'est celle qui porte le mot « septisodium », le nymphée dont Philippe vous a parlé tout à l'heure. Comment se fait-il que le septisodium soit ainsi mis en valeur sur ce plan? Il s'agit certes d'un nymphée monumental, situé sur les flancs du Palatin, mais en soi, il n'a rien de plus extraordinaire que le théâtre de Marcellus, par exemple, situé beaucoup plus bas, dont les lettres sont écrites quasiment 4 fois plus petits. Ce n'est qu'une hypothèse, déjà émise avec prudence par Charles d'Avoine, mais ce nymphée a été réalisé par Septime Sévère. Et le plan a été gravé à l'époque des Sévères.
Peut-être que la propagande impériale a œuvré pour que les travaux de construction ou de restauration réalisés par cette dynastie d'empereurs soient spécialement mis en valeur sur ce plan. Mais nous n'avons malheureusement pas assez de fragments conservés pour en être sûrs à 100%. On peut aussi s'interroger, et ça sera la seconde partie de ma présentation, sur la présence dans la salle d'un éventuel double consultable plaque par plaque au niveau du sol. Il est quand même assez difficile d'admettre, quand on regarde le détail et la finesse du plan, qu'il n'avait en réalité aucune utilité pratique. La première question que nous nous sommes posée est celle du choix du matériau pour ces doubles éventuels. Si on admet que les doubles étaient gravés sur des plaques de la même taille que celles fixées au mur, pour faciliter les repérages, ces plaques en double ne peuvent pas être en marbre. Je vous explique pourquoi. Vous voyez, si nous prenons par exemple la première plaque en bas à gauche, si je prends en considération sa taille, son volume et la densité du marbre, cette petite plaque en bas à gauche pèse 340 kg. Donc ça serait tout à fait impossible de la manipuler si le double était en marbre. Si nous envisageons maintenant que le double était réalisé sur des plaques de bronze de seulement 2 cm d'épaisseur, notre plaque référente pèserait tout de même, nous avons fait les calculs, 315 kg. Elle serait immanipulable. Le double pouvait certes être réalisé sur du parchemin, du papyrus ou pourquoi pas du tissu, mais ce n'est pas l'hypothèse que nous avons retenue, car elle pose la question de la manipulation de matériaux fragiles. Et surtout, il faudrait caler les angles avec un système de poids sur la table avant chaque consultation. Reste donc l'hypothèse de plaques de bois. Et si nous partons sur des plaques réalisées en pin, notre plaque référente de 2 doigts d'épaisseur, pour prendre une mesure romaine, soit 3,6 cm d'épaisseur, ne peserait cette fois que 46 kg, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Nous sommes donc partis sur cette supposition. Et vous voyez que 3 tables de la taille d'une plaque ont été installées dans cette salle du forum de Vespasien. Nous avons également décidé de modéliser une grande table qui permet de juxtaposer 9 plaques, les unes à côté des autres, pour pouvoir travailler à l'échelle d'un quartier. Et la réalité virtuelle nous permet d'aller encore plus loin. Nous avons essayé de trouver une hypothèse de rangement pour ce double en bois pour mesurer quel serait l'encombrement réel des armoires de stockage dans cette salle. Alors je vais vous faire voir le résultat de cette expérimentation. Et vous allez voir que cette fois, la réalité virtuelle n'est plus un simple outil de représentation, mais elle devient un véritable outil d'expérimentation. Alors attention, tout ce que je vais vous exposer maintenant est purement hypothétique, mais l'expérimentation nous permet en quelque sorte de réaliser une étude de faisabilité. Vous le voyez, la forma orbis est constituée de 11 rangées de plaques successives. Je vous les ai numérotées sur la droite du plan. Si chaque armoire porte en rouge le numéro d'une ligne et que toutes les armoires sont identiques, l'ensemble du plan peut tenir dans 15 armoires. Si je prends l'exemple affiché à l'écran, l'armoire numéro 1 portera les plaques 1 à 10 de la ligne 1 et l'armoire numéro 2, les plaques 11 à 21, toujours de cette ligne 1, etc. Et tout ce mobilier peut tenir sans problème à la bonne échelle en installant 10 armoires dos à dos, comme aux archives, plus 5 armoires sur le mur sud qui porte ici les numéros 11 à 15. Nous avons également prévu 14 petites bibliothèques sous le plan pour ranger les informations cadastrales correspondant aux 14 régions augustéennes. Elles sont ici numérotées de 1 à 14. Du point de vue fonctionnel et du point de vue de l'aménagement de l'espace, cette hypothèse est donc tout à fait viable.
On peut supposer que les doubles portaient des indications utilisables pour l'administration, telles que peut-être le nom des propriétaires ou la longueur des façades, comme sur le plan de la Via Annicia que Philippe vous a montré tout à l'heure. Alors je voudrais quand même vous préciser, et je vais vous faire la démonstration en images, que nous avons laissé suffisamment de place derrière les armoires collées dos à dos, voilà, pour que les plaques puissent bien être sorties et posées sur les tables pour permettre une consultation plus aisée. Donc c'est techniquement faisable. Pour terminer cette visite, je voudrais maintenant vous expliquer comment ce plan a été fixé sur le mur. Alors, pour pouvoir comprendre comment le plan a été réalisé, nous avions tout d'abord besoin d'une plaque préservée dans son intégralité, afin de nous pencher sur ces traces de fixation. Une seule plaque est conservée en entier. Si on la complète avec un dessin de la Renaissance, c'est celle-ci. Il s'agit de la 9e plaque de la ligne 6. Cette plaque porte des traces de fixation pour 11 agrafes métalliques. Et on peut en supposer une 12e sur le haut côté droit qui est cassé. Je vous les ai numérotées en rouge pour faciliter le repérage. Ces agrafes métalliques sont nécessairement en forme de L. Il y a une branche qui était scellée dans le mur et l'autre branche qui était fixée sur la tranche de la plaque. À l'arrière de la plaque, on voit aussi l'empreinte de 2 trous pour installer des chevilles carrées, qui pouvaient peut-être être réalisées en bois. Ce sont les traces que j'ai ici entourées en bleu. Et les chercheurs pensent qu'elles aidaient au calage des différentes plaques. Vous allez maintenant découvrir comment s'agence le plan, la construction du plan, grâce à l'animation suivante. Donc on va commencer par placer toutes les plaques sur le mur, en commençant par le bas, pour que les plaques s'appuient les unes sur les autres. Ensuite, nous avons nos 12 agrafes métalliques, nos 2 cales en bois. Le maçon va venir installer du mortier qui va servir de colle et la plaque en marbre va être ainsi collée sur le mur de briques, qui à la fin n'est plus du tout visible. Le plan a été réalisé ligne par ligne et ce n'est qu'au moment où toutes les plaques de marbre étaient en place, ce que vous voyez maintenant à l'écran, que la gravure a pu commencer à la verticale, 13 mètres sur 18 mètres, et une fois la gravure terminée, elle a pu être rehaussée avec la couleur rouge, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour conclure, je pense que vous avez compris que la Forma Urbis Romae tient une place particulière dans le cœur de tous ceux qui travaillent sur la topographie et l'urbanisme de la ville de Rome. Nous avons un plan au sol de la ville, à l'échelle 1/240e, réalisé au tout début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors certes, ce plan n'est pas parfait. Philippe vous a montré dans la première partie qu'il y avait des approximations d'échelle et d'orientation notamment, mais il faut prendre en compte toutes les difficultés de réalisation. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Après les semaines que nous avons passées à élaborer cette restitution, nous pensons qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos l'hypothèse d'exposition dans un lieu muséal et celle de l'utilisation réelle du plan. L'expérimentation que nous avons menée dans la salle de réalité virtuelle montre en effet, premièrement, que la plupart des inscriptions conservées étaient tout à fait lisibles, et deuxièmement, que l'espace est suffisamment grand pour rendre consultable un double du plan qui pouvait potentiellement être en bois. Dès lors, si on considère que le double est à la même échelle que le plan au mur et que les coupures entre les plaques sont les mêmes, tous ceux qui ont déjà joué à la bataille navale voient qu'il n'est pas difficile de repérer un monument au mur en donnant le numéro de la ligne et en comptant les plaques. L'Odéon de Domitien, ici par exemple, se trouve rangée 3, plaque 10. Il suffit ensuite d'aller chercher l'armoire qui va porter le numéro 3. Donc ici, rangée 1, rangée 2, rangée 3.
plaque 1 à 10. Donc celle avec l'Odéon de Domitien, je l'ai trouvée très facilement, c'est celle qui sera en bas. Rien ne dit bien sûr que ce double éventuel était à la même échelle, ni qu'il était gravé sur des plaques de même dimension que celles fixées au mur. Mais il nous semblait intéressant d'évoquer cette hypothèse dans la lignée des suggestions de Roberto Meneghini et de Riccardo Santangeli Valanzani. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous tous. On va passer à la séance des questions. Je vais demander à Aureline et Sophia, je crois, qui se chargent des micros, donc de passer dans la salle, de rallumer la lumière également. Donc le temps que les questions se préparent, que les micros arrivent, là, je vous dis que la prochaine nocturne, ce sera le 5 novembre, elle sera consacrée à la muraille d'Aurélien. La plus grande muraille jamais construite en Occident pour une ville. Je voudrais aussi annoncer qu'à partir de la prochaine nocturne, la médiatrice du plan de Rome, Anaëlle, qui est dans la salle, réalisera des visites de la maquette juste avant la nocturne pour ceux qui le souhaitent. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à voir Anaëlle, ça vous permettra de passer toute la soirée avec nous si vous en avez encore envie, mais j'espère que oui. Et la deuxième annonce que je voulais faire, c'était qu'une table de presse est présente à la sortie de l'amphithéâtre avec nos ouvrages si certains sont intéressés. Voilà. Justement, c'est Anaëlle qui est à un des deux micros, donc vous allez faire sa connaissance directement. Voilà, on est à l'écoute de vos questions. Il y en a une au tout premier rang, Anaëlle. Non, il y en avait une. À gauche. Là, ici, là. Oui, bonsoir, et puis merci pour cette brillante exposé. J'aurais voulu savoir si les habitants de Rome, à cette époque-là, propriétaires de murs, soit de maisons, soit de commerçants, soit de commerce, posséder un titre de propriété. Ah, certainement, oui. Oui, certainement. Oui. Je ne sais pas si on a des documents administratifs de ce type qui n'y soient conservés, mais on voit à quel point les textes juridiques sont extrêmement précis. Oui, sans aucun doute, il y avait des titres de propriété, oui. Alors, est-ce que ça ne servirait pas indirectement au niveau administratif, comme on vous l'avait exposé pour le soldat romain qui part en retraite, s'il y avait un litige, qu'on puisse rapprocher le titre de propriété? Très, enfin, c'est une de nos hypothèses, en tout cas, oui. 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 Je vois un peu ça. Là, il est très significatif que sur le plan de la Via Venetia, le nom des propriétaires des boutiques soit indiqué. Il n'y a pas d'autre intérêt à signaler le nom des propriétaires. Hein. Tout à fait. Anna, juste derrière. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant et les précédents aussi qui étaient en ligne. Ma question, c'est moi ce que je trouve fascinant, c'est que la carte est franchement très réaliste par rapport à la réalité, malgré quelques approximations dont vous avez parlé. Et je voudrais savoir comment on faisait les cartographes à cette époque où il n'y avait pas les satellites pour produire des cartes aussi réalistes. Oui. Aussi proche de la réalité. Oui, votre question est intéressante. Alors, ils avaient des instruments de visée à peu près équivalents aux théodolites actuels. Alors maintenant, on a des instruments hyper perfectionnés avec des positionnements satellites et tout ça. Mais à l'époque, ils avaient des instruments de visée qui étaient extrêmement précis et puis donc qui donnaient les angles. Et puis pour mesurer les longueurs, ils avaient ce qu'on appelle des chaînes d'arpentage qui leur permettaient de mesurer très précisément les longueurs des bâtiments, les longueurs des murs, etc. Non, ça, là-dessus, on voit bien qu'ils ne pouvaient pas faire une mesure globale. Et les petites approximations que l'on voit, c'est au moment où ils raccordaient leurs cartes entre eux. Hein,
là, ça ne devait pas être très facile. Mais sinon, lever un plan de bâtiment, ils en étaient parfaitement capables. Et même sur des très très longues distances. Vous savez qu'on en parlera lors du colloque. Ils étaient capables de mesurer la longueur d'une route de Rome jusqu'au sud de l'Italie, avec des compteurs kilométriques. C'est pas des compteurs kilomètres n'existaient pas à l'époque, mais des compteurs de milles, comme nos compteurs de voitures. Hein. Presque. Presque. Merci. Oui, merci moi aussi pour votre bel exposé. J'ai 3 petites questions. La première, c'est une question banale. Est-ce qu'il y a, on sait qu'il y a des formats comme cela aussi de villes de la Gaule, de France, qui ont été investis par les Romains. Est-ce qu'il y a des plans qu'on peut visiter éventuellement comme ça? Alors, pour la Gaule, je ne sais pas, mais on a d'autres plans de villes d'Italie. On a quelques autres plans. Et un livre de Sant'Angeli, je ne sais plus, sur les différentes formes, sur les différents plans qui ont été retrouvés. Il y en a plusieurs. Hein. Ah bon? Oui, oui. Le plan de Rome n'est pas unique. Voilà, le format Orbis n'est pas unique. Hein. D'accord. Et deuxième, les fragments qui ont été récupérés sur des murs, hein, des fragments qui avaient été utilisés par des maçons, est-ce que les spécialistes pensent que ce sont des fragments authentiques dans la mesure où les maçons auraient pu mettre des produits dessus ou même enduire ces murs. Est-ce que ces fragments sont authentiques? Oui, non, il n'y a aucun doute que les fragments qui ont été retrouvés dans les murs du Palais Farnèse ou qui ont été retrouvés dans différentes fouilles de Rome sont des fragments authentiques, hein, pour ceux qui appartiennent à la forme Orbis. Alors, on le repère par le style de gravage, par l'épaisseur des plaques qui sont pas toutes les mêmes. D'ailleurs, c'est ce qui permet aujourd'hui c'est un grand puzzle. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller au musée et puis essayer. Ils ont mis quelques plaques non identifiées en démonstration pour voir si vous pouvez émettre une hypothèse pour les placer. Hein. Et un des critères pour les placer, c'est justement de rapprocher deux bords qui ont exactement la même épaisseur. Non, il n'y a aucune raison que des maçons aient voulu faire des fausses gravures. De toute façon, c'est un travail considérable de faire ces gravures. D'accord. Pour terminer, pour une question pour Sophie, les objets qui ont été exposés, qui étaient exposés dans le temple de la paix, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai vu le chandelier à 7 branches. Comment est-ce que les Romains ont pu décider de exposer cet objet dans un temple de la paix, alors que c'est un objet un butin de guerre? Ouais. C'est la vision de Vespasien. Il rapporte la paix sur l'Empire, mais après avoir fait la guerre en Judée. Donc c'est très subjectif. Je ferai aucun parallèle parce que c'est filmé, mais voilà, c'est la paix ramenée après la guerre. Et c'est une vision qui est très romaine. Et c'est vrai que ça peut nous surprendre avec nos regards actuels. Mais c'est comme ça que Vespasien l'avait voulu. Donc c'est authentique, oui, c'est certifié par dans les... Tout à fait. D'accord. Tout Merci. à fait. Nous le savons par les textes, et puis le triomphe de Titus est aussi Titus Vespasien est représenté à l'intérieur de l'arc de Titus, et on voit justement parmi le butin qui est transporté lors du triomphe le chandelier à 7 branches. D'accord. Merci. Ce qu'il y a de passionnant, c'est que chaque année, on retrouve des nouveaux fragments par hasard. Je crois que les derniers ont été retrouvés en soulevant une plaque dans une église parce qu'ils ont été réutilisés dans l'autre sens. Donc, dans les années qui viennent, on en trouvera des nouveaux et on espère que ça permettra d'avancer sur la complétion du plan. Ceci dit, on ne retrouvera jamais certainement tout parce qu'il faut penser aussi que c'est du marbre. Donc, beaucoup de fragments ont dû être utilisés pour faire de la chaux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont été brûlés, ceux-là. Hein, ils ont été brûlés, donc voilà, ceux-là, ils ont définitivement perdu. Hein. Merci. Une question. Pourquoi ne pas avoir, sur ce plan de situation cadastrale, utiliser un quadrillage régulier? Pourquoi des formats différents? À quoi correspond-elle cette volonté de...
de Alors, mosaïque? moi, je vois deux hypothèses. Hein. La première est une technique de construction. Donc, vous avez compris que les plaques ont été montées, une première rangée, une deuxième rangée, etc., les unes au-dessus des autres. Et vous savez qu'en maçonnerie, on ne fait jamais joint sur joint. Hein, c'est une question de solidité. Donc, on a mis d'abord une série de plaques verticales, ensuite on en met une série horizontale, puis ensuite on repart sur une série verticale. Je pense que ça, c'est la première raison. Pour moi, c'est la principale. La deuxième raison que je vois, si on suit ce que vous a dit Sophie, c'est-à-dire qu'on cherche à repérer ligne 1, ligne 2, ligne 3 jusqu'à 11, bah, c'est plus facile si elles sont, pour ne pas les confondre, hein, si elles sont toutes une fois d'un sens, une fois de l'autre. Voilà. Je pense que pour moi, ce sont les deux raisons possibles, mais la première, pour moi, est fondamentale. Oui. Il y a aussi Orline, aussi une autre question là. Et après, on prendra justice. Bah, allez-y, madame. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Juste un petit point de détail. Sur les fragments, là, j'ai vu des petits points noirs. Qu'est-ce que ça représente? Des trous sur chaque fragment? Alors, en fait, nous avons 5% du plan localisé. Et si je vous avais montré les 5% localisés, on aurait eu un mur quasiment tout blanc. Donc, j'ai demandé à un de nos infographistes 3D de suggérer du remplissage pour occuper les zones qui ne sont pas documentées. Et c'est ce qui donne cette hypothèse de restitution. On a essayé entre deux de refaire aussi des rues. C'était pas la question? Non, je crois que la question, c'était plutôt sur la maquette, les vrais fragments. Ah oui. À quoi correspondent les points? Ah bon, c'est pas, c'est ça votre c'était question? c'est pas sur les vrais fragments, alors? Si. Sur les vrais fragments, on a des points, je ne sais pas si Oui. tu peux en afficher un Oui, là, ce sont les qui colonnes. représentent des colonnes. Parce que là, Je vais les je n'ai afficher. pas compris ce que vous montriez. Vas-y, essaye. Voilà, sur celui-là, il n'y en a pas. Juste Oui, là, il y en ici. a. On Voilà. voit plein de trous, là. Voilà, ça, ce sont des colonnes. Ce sont des colonnes. Ah, ça représente les colonnes. Voilà. C'est ça. Merci. C'est ça. C'est ça. Et là, vous voyez, celui-là est la question. Celui-là est intéressant. Pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'on connaît bien ce quartier-là qui est parfaitement conservé. Vous voyez le trait ondulé là à gauche, au milieu? Oui. Ce sont des latrines, ce sont les toilettes. Ah, d'accord. Et en fait, le trait ondulé symbolise l'eau qui coule en permanence sous les toilettes. Voilà. Ah, merci. Et on voit bien aussi, si vous allez à Rome, vous repérerez très bien aussi le temple rond qui est ici. On est sur le Lago Argentina, là. On est sur le Lago Argentina. Le temple rond, c'est le temple de Catullus. Vous le voyez encore aujourd'hui. Vous pouvez compter les colonnes pour vérifier si c'est bien. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Vous aviez dit que d'abord ils avaient posé les plaques de marbre, puis après ils avaient gravé le plan. Et ça me semblait plus logique que ce soit le contraire, surtout qu'il y avait cette fameuse plaque grattée qu'on avait retrouvée. Et je me demandais pourquoi du coup cette hypothèse du contraire. D'abord, comment sait-on Comment sait-on qu'ils l'ont fait après? Eh bien, parce que quand on a quelques cas où on trouve les deux extrémités, les deux bords de deux plaques qui sont contiguës. Hein, et on voit que la gravure va parfaitement d'une plaque à l'autre, y compris dans le chanfrein, parce que toutes les plaques sont légèrement chanfreinées. Et là, on voit que ça se suit impeccablement. Ça n'aurait pas été possible d'avoir un trait aussi exactement ajusté si on avait monté les plaques après. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait après? Je pense que c'était plus facile pour tracer le plan général. Il devait y avoir des esquisses à plus petite échelle. Ils ont probablement tracé des grands traits sur toute la paroi du mur d'abord avant de faire leur tracé particulier. Alors, on peut pas imaginer. Le relevé n'a pas pu être fait d'un coup. Hein, ils n'avaient pas les moyens de faire leur relevé d'un coup, donc ils ont juxtaposé plusieurs relevés, et c'était plus facile de le faire sur le mur global une fois qu'ils avaient l'ensemble de la surface. Merci beaucoup. On va peut-être prendre encore 2 questions. Allez-y, monsieur. Oui, après ce superbe travail de gravure, avez-vous des éléments qui permettent de savoir comment ils ont, ou s'ils ont, mis à jour progressivement ce plan?
pense pas. Ouais. Je pense pas, parce qu'il est daté. Donc à partir du moment où il est daté, si on veut ne serait-ce que retirer une plaque, techniquement, je vois pas... Oui, non, ils auraient pu faire la correction sur le plan lui-même, mais je crois qu'on n'a pas de traces de reprise, à part des petites reprises d'erreurs qu'on voit à certains endroits. À ma connaissance, on n'a pas de traces d'une reprise importante. Mais encore une fois, vous savez, là, ce plan était vraiment une énigme qui est compliquée parce qu'on travaille encore une fois sur 10%, simplement 10% de sa surface. Donc quand on trouve un indice, ben, généralement il est unique. Il est unique, on ne peut pas le contrôler avec d'autres éléments. Est-ce qu'il reste encore une question ? Une question sur Internet là-bas, oui. Oui, vas-y François. Oui, une question de savoir, est-ce que cet espace-là était en accès libre? Est-ce que chaque citoyen pouvait aller consulter le plan librement? Probablement. On est sur un forum. On est sur un forum. Tout le monde, bien sûr, a accès au forum. Alors, la salle elle-même n'est peut-être pas forcément en accès libre, mais de toute façon, même si on se met à la limite, s'il y a des barrières, elles vont être au niveau des colonnes, des colonnes qui sont là. Et si on se met au niveau des colonnes, Sophie, tu peux te mettre au niveau des colonnes. Vous allez voir qu'on voit le plan parfaitement. On voit le plan parfaitement. On le voit aussi bien que si on est dans la salle. Voilà. Mais je pense, oui, que ça pouvait être une salle accessible au public. Oui. Bah, écoutez... Il y a encore une. Et on va prendre encore une question, puis après, on va arrêter. Merci pour votre magnifique présentation. Moi, j'avais une question sur le double de cette copie. Vous avez émis l'hypothèse que c'était sur bois. Vous avez exclu l'hypothèse que ce soit sur papier, sur parchemin ou l'équivalent. Et si c'était le cas, est-ce qu'on pourrait imaginer que ça serve de calque? Pourquoi pas? Pourquoi pas avec du parchemin. Oui, pourquoi pas. Bon, cette hypothèse du double, c'est une. On est les premiers à la présenter sous cette forme-là, avec les plaques exactement de la même taille, les plaques de bois. Mais c'est déjà une hypothèse qui est présentée par deux chercheurs italiens qui sont vraiment spécialistes de ce secteur-là. C'est Roberto Meneghini et Riccardo Santangeli Valenzani, qui pense aussi à un atelier de cartographie dans le Forum de la Paix et à des cartes consultables vraiment dans un but cadastral dans le Forum de la Paix. Alors peut-être pas sous forme de plaques de bois, effectivement, peut-être sous forme de parchemin ou de papyrus. Ça, c'est... Et peut-être plus complet que l'exemplaire que l'on a retrouvé, parce que tel qu'il est, il ne peut pas servir pour le cadastre sans les indications de propriété et sans les indications de mesure. Donc si on veut rester sur cette hypothèse, ça veut dire qu'on a un second plan plus précis. Voilà. Mais le mystère restera entier pour ce soir. Bien, merci beaucoup en tout cas, et puis je l'espère au 5 novembre.